Nous allons maintenant passer de la théorie à la pratique et voir comment il est possible d'amener les gens à prendre conscience des stéréotypes, des préjugés qu'ils ont en tête. Jonas Pardo, qui a créé et qui dirige, enfin qui est président de la boussole, directeur, pardon, de l'association Boussole Antiraciste et qui est formateur sur des questions d'antisémitisme. Il est aussi co-auteur d'un livre à paraître aux éditions du commun. Il est paru. Je lis bêtement ce que j'ai sous le nez. Petit manuel de lutte contre l'antisémitisme. C'est d'autant plus idiot que j'ai vu qu'il y avait une invitation il y a quelque temps pour la présentation du livre. Je m'arrête parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de les écouter. Merci beaucoup de me donner la parole. Eh bien, je suis très content de venir intervenir pour des droits de l'homme. Et on m'a demandé de faire un témoignage, de donner quelques observations de terrain sur un travail que je mène depuis pas tellement de temps que ça, puisque ça fait 2 ans et demi que j'ai professionnalisé une activité de formation à la lutte contre l'antisémitisme. Alors, je vais présenter un peu ces formations, dans quel cadre je les donne, un peu quelques éléments de méthode, et puis ce pourquoi on m'a appelé, donner quelques retours de terrain. Alors, ces formations, disons, elles partent d'un besoin que j'ai identifié. J'ai un parcours un peu particulier, puisque ce besoin, je l'ai identifié à un endroit où, a priori, il n'y avait aucun rapport avec la lutte contre l'antisémitisme, c'est la zone de Notre-Dame-des-Landes, donc à l'époque de la lutte contre l'aéroport. Et a priori, c'est difficile de voir un rapport entre un besoin sur la lutte contre l'antisémitisme et la question de l'écologie. Et pourtant, voilà, les travaux que je mène après l'attentat de l'Hypercacher, où je constate qu'il y a un impensé fort. Mon constat à ce moment-là, c'est que l'antisémitisme est un impensé à gauche. Voilà, avec plusieurs camarades qui se sont agglutinés dans des organisations qui se sont créées depuis cette époque-là. On faisait ce constat, on faisait le même constat, et les formations sont nées de ce travail-là, finalement. Et je les ai professionnalisées, donc je vous disais, au printemps 2022. Alors, ces formations, en fait, elles se basent sur un travail scientifique. Je considère l'antiracisme comme un objet scientifique, qui doit reposer sur l'analyse de l'histoire des religions, l'histoire des idées, et la sociologie, d'autres encore. Et il faut l'articuler avec le vécu, qu'est le racisme, puisque le racisme est aussi une expérience vécue. Je crois qu'une méthode antiraciste efficace permet de rentrer en discussion avec les personnes qui vivent le racisme, tenter de comprendre pourquoi elles expriment du malaise, de l'inconfort, voire des blessures. Alors, ces formations depuis 2 ans, je vous donne un peu de chiffres parce que vous allez voir, il s'agit en fait d'un témoignage assez modeste, puisque voilà, les formations durent 2 ou 3 jours, et ça concerne précisément 18 formations de 2 ou 3 jours en 2 ans, et c'est que je ne donne pas que des formations, je fais aussi des interventions de sensibilisation, donc qui durent entre une demi ou une journée, et ensuite des interventions de 2 heures qui sont plus sur un format sensibilisation, et là on est autour d'une centaine. Les formations, je les donne, alors c'est de la formation professionnelle pour adultes, donc je m'adresse surtout à des adultes, et les destinataires, les gens qui m'appellent, ce sont des syndicats, sections syndicales, unions locales ou unions départementales, ce sont des associations. Alors dans les syndicats, ça a été jusque-là surtout CGT et Solidaire. Dans les associations, des gens très différents. Je suis autant intervenu chez Greenpeace que chez Amnesty France.
Dans les interventions, plus une demi ou une journée, j'interviens à l'université. Ça a été autant à Nanterre que Paris 8, qu'à Sciences Po. Par ailleurs, j'ai d'autres formats un peu plus spécifiques, mais qui me permettent aussi de comprendre, enfin en tout cas de tenter de comprendre ce qui se passe dans la société. Notamment, je donne des stages de citoyenneté. C'est des interventions pour des mineurs, avec le musée Dreyfus. Ce sont des mineurs qui sont condamnés pour antisémitisme et qui font une journée au musée avec moi, plutôt qu'une peine. La formation, donc, disons, je l'envisage comme des temps de transmission de connaissances, historiques surtout, mais aussi avec des activités ludiques, mais aussi engageantes, où les gens se testent, les gens prennent des risques. Donc, quelle forme ça prend? Bon, tout ce qu'on se représente par une formation, j'ai plusieurs outils, c'est reconstituer des frises chronologiques, c'est des mises en situation, j'utilise le théâtre aussi, j'organise des débats, et il y a des formes écrites, analyse de texte, analyse iconographique. Bon, voilà, je ne vais pas forcément présenter les outils, mais plus la démarche générale. Le travail que je propose, il est sur les représentations, mais aussi les postures et, disons, l'entraînement qui peut-être permettrait de proposer une discussion autour de l'antisémitisme. Alors, il y a quelque chose d'important parce qu'il y a une différence de travail entre la formation à la lutte contre l'antisémitisme et la sensibilisation à l'antisémitisme. C'est-à-dire les deux ont pour objectif de travailler sur les représentations des stagiaires, mais dans la formation qui dure 2 ou 3 jours, l'ambition c'est de tenter de faire en sorte que des gens qui voudraient s'engager dans la lutte contre l'antisémitisme aient les outils pour le faire. Donc moi, je m'adresse surtout à des publics volontaires, ce qui est différent des sensibilisations, où je m'adresse à des publics qui ne sont pas forcément volontaires. Par exemple, j'interviens en classe, au collège, les élèves n'ont pas choisi de participer à cette sensibilisation. Donc dans la démarche, c'est différent, et la profondeur du travail qu'on peut faire est différente. Alors, dans les premières observations, je vais déjà de manière générale, sur tout type d'intervention, je vois, mes premières observations, c'est que ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Alors, pardon, j'ai oublié de dire une chose. L'espace que j'essaye de créer, ça ressemble beaucoup à ce que disait Joël avant. C'est un peu mon mantra que j'essaye de faire appliquer. C'est des formations et des espaces d'intervention sans tabou. On peut parler d'absolument tous les sujets. Je dis autant aux élèves dans les sensibilisations qu'à mes stagiaires dans les formations, nous avons un temps limité, profitons-en, abordons tous les sujets que vous voulez, la guerre, le génocide, l'antisémitisme, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'instrumentalisation, l'antisionisme, tout ce que vous voulez, profitons-en. Deuxièmement, je propose un espace sans jugement. Pour moi, il y a un enjeu fondamental, c'est que le pu sorte dans les interventions. Je considère qu'une bonne formation, c'est quand des stagiaires ont dit mais quand même, les banques juives sont les plus puissantes dans le monde, mais quand même, le sionisme est un projet de domination à l'échelle mondiale, mais quand même, les juifs sont riches, et là je considère, voilà, merci, on a de la matière, on peut bien travailler à partir de là. Et donc, pour créer cet espace sans jugement, c'est un contrat que je fais avec les stagiaires, et c'est aussi une ambiance que j'essaye de favoriser dans les formations. Et donc le troisième point qu'on essaye de mettre en place avec les stagiaires, c'est avec bienveillance, c'est-à-dire un espace sans jugement avec bienveillance. Eh bien, on est là pour déposer de la matière, et l'idée, en fait, les attitudes de jugement ou de posture morale vont empêcher de déposer cette matière, donc il faut absolument les éviter. Donc ça passe par l'oral, ça passe par l'écrit. Bon, je ne vais pas détailler tous les dispositifs que j'ai pour faire ça. Donc ça, c'est le cadre général. Alors, la première chose, formation et sensibilisation, tout type d'intervention confondue, c'est, je remarque que proposer ces temps de discussion ou de formation, de sensibilisation provoque de l'enthousiasme.
il y a un réel besoin, je me permets de le dire à l'échelle de la société entière, d'aborder les sujets sans tabou. J'entendais la même chose chez Joël, enfin, je suis absolument d'accord, c'est un besoin crucial. C'est un besoin crucial. Donc ça, je reçois un accueil positif. Et c'est pas forcément évident parce que beaucoup, a priori... Alors, ils témoignent de l'enthousiasme à la fin de l'intervention, alors qu'au début, ils se sont plutôt dit, voilà, encore un qui va nous parler de un truc chiant, la Shoah, ou qui va nous faire une leçon de morale. Les gens témoignent souvent, et jeunes ou adultes, de l'idée que franchement, ils s'attendaient à s'ennuyer et que finalement, c'était super. Ça, c'est un constat général et qui fait que moi-même, je suis content de continuer mon travail. Deuxième observation générale, je dirais que sur le plan des représentations, ce que les stagiaires ou les participants en général ont comme représentation sur les juifs ou sur les organisations juives, je dirais que je n'arrive pas à voir fondamentalement de différence, que ce soit chez des enfants de 15 ans, des jeunes de 20 ans engagés dans des syndicats, ou même chez des militants politiques. Je dirais que les paroles auxquelles j'ai accès durant les sessions de formation ou de sensibilisation sont sensiblement les mêmes. On parle trop de la Shoah, il existe des lobbies juifs très puissants, je ne sais pas, j'ai pas fait toute la liste. On nous empêche de parler, on nous empêche de... l'accusation d'antisémitisme est souvent utilisée pour faire taire la critique d'Israël. Attention, je ne suis pas dans le jugement de ces représentations. Je dis que je les observe à des endroits où elles pourraient être différentes, bon, sur plusieurs sujets. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Voilà. Après, le reste des observations, je vais les focaliser sur les formations de 2 à 3 jours qui s'adressent aux militants politiques. Donc j'exclus les interventions à l'université, j'exclus les stages de citoyenneté, j'exclus les interventions en collège ou en lycée, etc. Et je me focalise vraiment, les prochaines observations, elles sont vraiment sur les militants politiques. Alors la première chose, c'est que beaucoup me disent, donc dans la fin des formations, que finalement leur enthousiasme vient du fait que la formation leur permet d'organiser leurs connaissances. Alors ça, je trouve ça intéressant. Beaucoup disent, finalement, j'ai appris quelques trucs, mais il y a quelques éléments que je ne connaissais pas, mais finalement, ça m'a permis de réorganiser ma pensée. La première chose, c'est, je l'ai appelé, la première chose, c'est sur la question juive. Alors, il y a quelque chose, je rencontre souvent des résistances, ou en tout cas des interrogations, de la part des stagiaires, lorsqu'on commence les formations, on essaye de donner quelques pistes de réflexion sur cette question qui agite des intellectuels depuis presque 300 ans, peut-être plus encore. Finalement, ça veut dire quoi, juif? Alors, je rappelle quelques éléments. Comme je suis allé à LDH, je vais vous dire quelque chose que vous savez absolument. Le capitaine Dreyfus, il est évidemment accusé de trahison parce qu'il est juif, et pourtant, le capitaine Dreyfus n'était pas de confession juive. Lui-même ne se subjectivait pas comme étant de religion juive, il n'était ni circoncis, ni avait fait sa bar mitzvah, et avait une connaissance approximative de ce qu'était la religion juive. Et ça, c'est perturbant pour beaucoup de stagiaires qui finalement, et d'ailleurs, c'est pas que pour les stagiaires, c'est pour tous ceux qui ont pensé la question juive depuis des centaines d'années, nous parlons d'une différence invisible. Il y a une différence entre juifs et non-juifs qui est invisible.
Et cette différence, comment la caractériser? Eh bien, c'est l'objet d'une discussion absolument... une discussion longue et compliquée qui remplit des bibliothèques ensuite. Alors, pour le résumer en 2 secondes, je dirais que cette différence, elle tient à un rapport à l'histoire. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre, finalement. Mais cette idée-là, qu'il y a des juifs athées, qu'il y a des gens qui se revendiquent juifs, mais pas d'un point de vue religieux, j'aime bien répéter un témoignage de Annette Vivorka, qui disait dans une conférence, « Il n'y a rien qui m'horripile plus lorsque je lis dans la presse « Monsieur machin, monsieur un tel de confession juive », alors que nous mangions un jambon beurre il y a une semaine. » Et elle dit bien les choses. Oui, ces gens-là se subjectivent comme juifs, mais non pas à cause de la religion. Et je vois des gens assez perturbés par cette question, parce qu'elle vient remettre en question, en fait, leur compréhension du phénomène du racisme. Voilà, j'observe que depuis le début des années 2000, dans les cercles que je forme, ce qui les ont structurés, c'est l'antiracisme politique, une vision très partagée, et qui pour moi a ses mérites à certains endroits, mais qui finalement propose comme définition du racisme un rapport d'exploitation basé sur la discrimination. Alors, je crois, et en tout cas c'est ça qu'on observe, je crois que de manière générale, pas que pour l'antisémitisme, pour les autres formes de racisme, il y a différence entre discrimination et racisme. La discrimination est un des aspects du racisme. Et oui, il y a des formes d'exploitation liées au racisme. On le voit dans la répartition du travail des personnes noires ou arabes en France. Oui, il y a des discriminations à l'embauche, au logement, etc., etc. La discrimination fait bien sûr partie du phénomène du racisme, mais elle ne peut se réduire à ça. Et si on traite la question de l'antisémitisme, en fait, on passe à côté du problème, puisque la définition du racisme comme un rapport d'exploitation passe à côté des explosions de violence. Et finalement, c'est peut-être le problème avec l'antiracisme politique, c'est qu'elle propose, en fait, elle propose une vision réduite, enfin je crois, une vision réduite du phénomène du racisme, dans le sens où elle considère qu'il s'agirait de quelque chose qui serait de l'intérêt, selon les interlocuteurs, d'un système économique ou de l'État, etc. Et donc qu'il y aurait un intérêt à perpétuer ce système-là. Et ce faisant, alors je ne suis pas forcément en désaccord sur cette thèse, mais il me semble qu'il manque un élément important, mais c'est l'idée que le racisme est produit depuis en bas aussi. Et d'ailleurs, dans le cas de l'antisémitisme, en tout cas dans les violences antisémites, ça se passe au travail, ça se passe dans le voisinage, ça se passe à l'école. C'est pas un racisme qui vient du haut, c'est bien un racisme qui vient du bas. Bon, il se passe aussi quelque chose d'assez simple. Les formations, je les donne partout en France, je me déplace beaucoup. Finalement, à Paris, je dirais que j'ai donné un quart ou peut-être un cinquième des interventions. Beaucoup n'ont jamais rencontré de juifs. Donc cette question juive, elle est complètement abstraite dans le sens où beaucoup de militants n'ont jamais rencontré de juifs. Eh bien oui, il y a peu de juifs qui vivent à Albi, à Gap, ailleurs aussi. Je disais tout à l'heure, les gens témoignent du fait que la formation leur permet de réorganiser les connaissances. Il y a quelque chose qui les frappe beaucoup, c'est lorsqu'on revient sur les épisodes de violence antisémite du 21e. L'affaire Ilan Halimi, l'affaire Ozar Torah, l'hypercacher. Donc ces éléments, dans les gens que je forme, qui ont plus de 25 ou 30 ans, tout le monde en a entendu parler, mais c'est comme s'il l'avait oublié. C'est comme s'il l'avait oublié dans le sens où, enfin pas qu'il l'avait oublié, mais qu'il ne le plaçait pas dans une généalogie, dans une histoire continue. Comme si c'était des faits divers qui étaient indépendants les uns des autres. Et je le vois, c'est ce qui me témoigne. Ah oui, finalement, il y a un lien entre tout ça, c'est l'antisémitisme. Et ça ne faisait pas évidence avant la formation, et ça le fait après. Donc voilà, je trouve ça intéressant.
Alors, deuxième élément, c'est la question de l'antisémitisme par la gauche. Dans l'histoire de l'antisémitisme, donc, j'imagine que ça a été traité abondamment dans ces 2 jours, vous avez pu le voir. Oui, les gauches, comme les autres formations politiques, ont participé à diffuser et ont participé à diffuser l'antisémitisme. Et ce fait-là, alors, il y a plusieurs épisodes, donc, que ce soit l'antisémitisme économique au 19e, au sein des cercles proto-socialistes, que ce soit le négationnisme à gauche, que ce soit l'antisémitisme soviétique, bon, je ne fais pas toute la liste. C'est quelque chose qui est difficile à accepter et même douloureux. Je le vois. Mon interprétation, c'est que les gauches modernes, les gauches au XXIe, se subjectivent comme héritières de la résistance, comme héritières du camp Dreyfusard, et à juste titre. Je ne remets pas ça en question. Mais, puisque les gauches sont les bords politiques qui ont le plus lutté contre l'antisémitisme, eh bien, c'est comme si elles refusaient de voir qu'elles ont aussi pu le diffuser. Et j'observe beaucoup de résistance de ce côté-là, et je vois que ça touche à un aspect vraiment douloureux. Alors, ce qui se conçoit assez facilement pour d'autres idéologies haineuses ou de crise, que sont voilà, le sexisme, la transphobie, d'autres encore. Et là où à gauche on conçoit très bien qu'on puisse, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne peut pas le perpétuer. Ça, c'est plus difficile à entendre du côté de l'antisémitisme, qui est réellement, voilà, l'antisémitisme, c'est un truc de nazi, en fait. C'est ça les signifiants que j'entends. L'antisémitisme, c'est le nazisme. Donc les formes plus ordinaires, moins spectaculaires, ne sont pas vraiment comprises. Alors, je pense que ça, c'est plus large hein, je pense que c'est plus large que chez les militants de gauche, cette idée-là. Mais en tout cas, voilà, un endroit qui crée des résistances. Moi, pour m'en sortir à ce moment-là, j'ai besoin de créer un décalage cognitif. Alors, j'utilise un système un peu bourrin, je vais pas vous mentir. Je crée... En fait, je leur donne des exemples, sans donner le contexte ni l'auteur de la citation, de l'image, et on disserte là-dessus. Et après, je leur donne le contexte et l'auteur, etc. Et je vois vraiment des gens pour qui c'est difficile, quoi. C'est difficile à vivre. Pourtant, voilà, alors c'est par exemple, je sais pas, les appels à la solidarité de la Palestine, du Rassemblement pour la Palestine, publié en 1967 par François Duprat, le créateur du Front National. Et là, j'ai des bouches comme ça. Comment ça se fait qu'on peut dire la même chose et là, on bosse. Parce qu'on peut être solidaire de la Palestine sans être antisémite, évidemment. C'est évident. Donc là, on se met à bosser pour discerner où sont les limites, où sont les lignes rouges, où sont les endroits dangereux, les pentes glissantes, etc. Ok, je finis sur un dernier point. On dit que les 20 minutes sont passées. Peut-être le plus difficile et le plus douloureux aussi, qui est la question de l'antisionisme. Alors, moi, dans mes formations, donc c'est un échantillon particulier, puisque c'est des gens volontaires qui viennent se former 2 ou 3 jours. Il faut le vouloir, hein. Se taper 2 ou 3 jours de lutte contre l'antisémitisme, franchement, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Non, mais c'est aussi le paradoxe de la formation. Elle s'adresse beaucoup aux gens qui en auraient peut-être le moins besoin. Et pourtant, parmi les gens qui en auraient moins le besoin, on travaille sur des représentations antisémites. Comme je le disais tout à l'heure, des gens qui me disent « Oui, mais quand même, il se trouve que ce sont des juifs qui contrôlent les plus grandes banques au monde. » C'est arrivé, mais
alors je ne saurais pas dire combien de fois, mais c'est arrivé de manière signifiante. Donc c'est pas, voilà, donc c'est quand même important. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire, ça correspond à une stratégie un peu différente, qui est de trouver en fait des complices dans les organisations syndicales ou associatives pour ensuite manœuvrer ensemble contre l'antisémitisme. Et le fait de m'adresser à des groupes qui sont tous de la même équipe, ça permet de faire de l'analyse de pratique, revenir sur les communications, donc des éléments tangibles et concrets sur leur propre travail. Bon, pardon, je reviens sur la question de l'antisionisme. Donc, dans mes formations, je dirais que 9 personnes sur 10 se disent antisionistes. Et c'est très intéressant parce que, par contre, ce qu'ils veulent dire par antisionisme, d'une personne à l'autre, c'est très différent. Alors, j'ai un peu des stats, mais c'est un peu au doigt mouillé, je n'ai pas fait un questionnaire, donc ne prenez pas ça au pied de la lettre. Et puis l'échantillon, c'est environ 500 personnes, donc ce n'est pas non plus représentatif. Je ne fais pas de la sociologie, je fais un témoignage là. Alors qu'est-ce que c'est ces soi-disant stats? C'est que je dirais que dans ces 9 personnes sur 10 qui se disent antisionistes, je dirais que 6 sur 10 me disent quelque chose d'équivalent à je suis contre Netanyahou, Netanyahou c'est le sionisme, donc je suis antisioniste. C'est ça leur définition. Alors, cela c'est intéressant parce qu'en fait, on est d'accord en fait. Je suis critique de Netanyahou, oui, moi aussi, donc en fait on est d'accord. On est d'accord. Ce qu'ils appellent antisionisme, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Alors, mais ils assument en fait un adjectif fort, c'est fort de se dire anti quelque chose en fait, en réalité. Et ils voient que finalement, définir ce que veut dire sionisme et anti-sionisme, finalement, ça ne correspond pas vraiment à la définition qu'ils donnent de la chose. Donc voilà, certains continuent à l'utiliser, mais en disant, mais c'est vrai que moi je ne suis pas d'accord avec l'idée finalement que je remets en cause l'existence même du projet politique du sionisme, c'est-à-dire un État pour les Juifs. Donc finalement, je ne suis pas très à l'aise, ou alors il faudrait que je le spécifie lorsque j'en parle, etc. Et ça c'est mes 3 sur 9 qui, eux, sont réellement dans un réel antisionisme, j'ai envie de dire, qui remettent en question radicalement le sionisme comme projet politique. Et alors, il faut rentrer encore dans ces 3 sur 10. Je dirais qu'il y en a un qui est un anarchiste internationaliste, antinationaliste plutôt, et qui dit je suis antisioniste comme je suis finalement contre toutes les frontières, tous les pays, etc. Et qui me dit mais c'est vrai que je suis contre l'État turc et je ne suis pas anti-kémaliste, je suis contre l'État saoudien, je ne suis pas anti-saoudien, voilà, il faudra un mot pour chaque nationalisme finalement, et ils se disent finalement c'est vrai, ça me gêne de personnifier cette question-là, je suis antinationaliste, je suis pas spécifiquement, je suis antisioniste parmi d'autres antinationalistes. Bon, jusque-là, je trouve qu'il y a une idéologie compacte qui se tient et finalement qui a peu de choses à voir avec l'antisémitisme. Et là, je réalise que finalement, le débat public, qui dit beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup, qui dit l'antisionisme et l'antisémitisme, mais finalement, on en a perdu 7 sur 9 dans mes formations, qui, eux, en fait, quand ils entendent l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, ils disent, voilà, on empêche de critiquer Netanyahou et l'État d'Israël. C'est donc que l'antisémitisme n'existe pas vraiment. Contrairement au discours de l'officialité, l'antisémitisme est résiduel. C'est un moyen que nos adversaires ont trouvé pour silencier la critique d'Israël. Donc c'est-à-dire qu'ils passent à côté du débat public parce que les catégories qu'ils mobilisent ne sont pas les mêmes forcément que celles utilisées par le débat public. Alors attention, je ne dis pas que le débat public a raison et que mes stagiaires ont tort, parce qu'à plein d'endroits, je suis un grand critique du débat public. Mais en tout cas, il y a une incompréhension dans les termes. Et les deux derniers, j'en ai un qui, lui, est plus structuré. Non, pardon, c'est pas que les autres ne sont pas structurés, mais son antisionisme s'appuie sur des références d'historiens, etc. Alors, des fois, de manière
enfin, plein de fois, j'ai plaisir à discuter, et je ne suis pas forcément dans le refus de leur antisionisme. Enfin, pour le dire, le co-auteur de notre petit manuel de lutte contre l'antisémitisme, Samuel Delors, se revendique de l'antisionisme, dans le sens où il est un espèce de diasporiste radical, et qui dit, mais mon antisionisme passe par la lutte contre l'antisémitisme. Je veux faire en sorte que les Juifs se sentent bien là où ils habitent. Donc quelque part, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui tient ces positions-là. Mais hélas, souvent, ce n'est pas ça. Souvent, les gens me convoquent des références antisionistes, souvent contradictoires. Par exemple, ils se disent partisans du Bund, mais en même temps de Shlomo Sand. C'est-à-dire que d'un côté, ils tiennent l'idée que le peuple juif est une invention, mais en même temps disent qu'ils se revendiquent du mouvement qui voulait une autonomie nationale culturelle pour le peuple juif. Donc il y a un problème, disons, sur le point de vue des références mobilisées. Et enfin, je termine là, désolé, je suis trop long. Le dernier, c'est vraiment un antisioniste conspirationniste, au sens des réactualisation moderne de la théorie des sages de Sion, qui est que finalement le sionisme serait un projet expansionniste sans limite, qui aurait in fine pour objectif de créer un chaos mondial, etc. Et ça, oui, j'en ai aussi dans mes formations. Ceux-là, c'est pas toujours possible de les rattraper. Voilà. Merci beaucoup.